Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus au Love de 50. C'est avec plaisir qu'on vous accueille pour échanger sur tout ce qui est NFT et Metaverse. Je me présente, donc je suis Jonathan et je m'occupe justement de tous les sujets Web3 au sein de 50 et plus particulièrement de monter l'accélérateur Web3 puisque comme vous le savez peut-être, 50 Partners c'est un peu sa spécialité. Et j'ai convié des gens hyper calés sur le sujet, justement pour échanger sur ces buzzwords que sont NFT et Metaverse. Et je vais les laisser se présenter un par un. Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci Jonathan pour l'invitation. Donc moi je suis Clément, je suis cofondateur de Ternoa, qui pour ceux qui ne connaissent pas est une blockchain entièrement dédiée aux NFT. Et CEO de Capsule Corp Labs, donc qui est la deuxième entité qui vient de pair avec Ternoa et qui a pour but de développer en fait tous les produits qui permettent de prendre en main la chaîne, c'est-à-dire des wallets, des indexeurs, des SDK. Donc, parce qu'en fait une chaîne c'est un peu comme un sol en granit, c'est difficile à appréhender, il faut pouvoir rajouter des outils qui permettent aux développeurs de l'utiliser. Et on accompagne à la fois des startups dans des programmes d'accélération pour pouvoir les incuber et développer le nombre de dApps sur notre écosystème. Et également des grands comptes pour pouvoir comprendre les enjeux de NFT et ensuite passer sur la commercialisation. Bonsoir à tous. Pierre, je suis le cofondateur d'Exclusible. On est une plateforme software et services qui permet aux marques de se lancer dans le Web3 et dans le Metaverse. Donc on les aide à lancer des collections, à faire des expériences dans le Metaverse, à utiliser les NFT comme outil de relation client. Voilà. Bonjour, je suis Simon Fouché, le cofondateur de Metaf.rs. On développe une plateforme qui permet aux marques de gérer leur présence dans les univers virtuels et de gérer aussi leur collection NFT. Et voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, je suis le cofondateur de SmartChain et de Cardashift. Donc SmartChain, on est une ESN blockchain, on est des développeurs blockchain. Et Cardashift, on s'intéresse à comment on peut combiner le Web3 et l'impact. Et donc, moi, mon rôle au sein de ces entités, c'est de penser ce qu'on appelle les tokenomics, qui est un point qu'on va, à mon avis, aborder pendant la conférence, qui sont les utilités aux tokens, aux NFT et dans les métaverses. Merci à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est d'échanger sur tous ces thèmes-là pendant une 50aine de minutes. Après, on aura le temps de se faire 5-10 minutes questions-réponses, où je viendrai vous passer le micro afin que vous puissiez poser des questions à ces experts qu'on a réunis aujourd'hui. Et puis après tout ça, on pourra, pour ceux qui le souhaitent, rester un petit temps pour boire un coup et puis échanger de manière un peu plus triviale. On va commencer de manière assez soft, puisque aujourd'hui on a une volonté vraiment de faire comprendre de manière assez simple qu'est-ce qu'un NFT, qu'est-ce qu'un métaverse et quel est le lien entre les deux. Alors déjà, qui veut commencer par présenter ce qu'est un NFT? Clément, bon, je te regarde. Tu m'as regardé. Il fallait pas croiser ton regard. Je pense que juste avant de comprendre ce que c'est un NFT, il faut faire un petit pas en arrière et je dirais comprendre ce que c'est une blockchain et à quoi ça sert. En fait, la blockchain, en plus, c'est un mot assez compliqué, je trouve, de savoir ce que ça veut dire, ce que ça signifie, or qu'en fait, c'est un concept assez simple. En fait, on va dire, si on prend encore un pas de recul et qu'on regarde la manière dont s'est construit le web jusqu'à présent, c'était en fait ce qu'on appelle le web 2, un web centralisé, qui a la caractéristique du fait que en fait, les données vont être centralisées sur un serveur. Et deuxième chose, ce que permet Internet, c'est permettre de transmettre de l'information. En fait, lorsqu'on transmet de l'information, on la duplique. En économie, on appelle ça la problématique de la dépense double, ce qui n'est pas résolu sur Internet. C'est-à-dire lorsque j'envoie un bien digital, à la fin de la transaction, le bien, dans le web traditionnel, je le possède et la personne en face le possède. C'est quand vous lui envoyez une image sur WhatsApp. Et en fait, ce que ne permet pas la transmission, la problématique de la dépense double, c'est la propriété digitale. Parce que lorsque je suis propriétaire d'un bien, qu'il soit physique ou digital, il faut être en capacité de le transférer, c'est-à-dire de dire qu'à la fin de la transaction, la personne qui le reçoit est le seul à l'avoir. Et donc, la blockchain, c'est simplement une organisation de serveurs différente, en l'occurrence décentralisée, qui permet en fait de résoudre la problématique de la dépense double dans le monde digital, et donc de permettre une vraie propriété des actifs digitaux que je vais manipuler. En premier lieu duquel le Bitcoin, en fait à la base c'est exactement ça, c'est de se dire je vais avoir un actif digital, en l'occurrence un Bitcoin, qui garantit une certaine valeur et que je peux transmettre à des tiers, et donc afin de créer un système digital de cash. Et derrière, une fois qu'on a compris que la blockchain c'est tout ce qui est lié à la propriété digitale, en fait on peut en corollaire avoir de très nombreux cas d'usage, d'où le NFT.
Le NFT, c'est simplement un dérivé de ce concept central qui est la data ownership, qui est de se dire je peux garantir l'envoi d'une photo à quelqu'un, je peux une image, une vidéo, n'importe quel actif digital qu'on a l'habitude de manipuler dans les mondes dans lesquels on vit, par exemple dans les jeux vidéo. Ça peut être une épée, ça peut être un format numérique comme un morceau de musique, un film, etc. En fait, tous les formats numériques pourraient devenir des NFT et garantir une vraie propriété. Donc en fait, à la base de tout, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est le concept de propriété digitale qui vient avec la blockchain, le NFT, qui permet de se dire, on va repenser la manière dont on interagit avec les objets digitaux. Ouais, ça marche. Ouais, du coup, là-dessus, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense que tu as bien résumé. Peut-être juste j'apporterai quelques éléments sur la notion de provenance. Je pense que tu as raison. Il y a la propriété, il y a la rareté, il y a la provenance. C'est un petit peu les trois grandes caractéristiques du NFT. C'est pas juste de savoir qu'effectivement, il va pas y avoir de double spend sur une photo, c'est aussi de savoir que cette photo elle a bien été créée par l'artiste qui prétend être le photographe, le créateur de cette photo. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire, qui permet notamment d'avoir des royalties par-dessus ça. Lorsqu'on échange la photo, quand on la trade, l'artiste va continuer de bénéficier de la montée en valeur de son travail. Et donc la notion aussi de rareté, tu l'as dit avec Bitcoin, c'est 21 millions, pas un de plus. C'est quelque chose aussi qu'on peut du coup plaquer sur des biens culturels, sur ce qui explique d'ailleurs le succès qu'ont eu les premiers projets de NFT, qui étaient souvent des choses assez basiques, c'est les CryptoPunks, c'est des choses comme ça. Bon, c'est des images en pixels, mais le fait qu'il n'y en ait que 10 000, en fait, fondamentalement, ça en a fait une réserve de valeur. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, je pense, comme, je le résumerai comme ça. Merci à tous les deux pour la définition et j'espère que vous avez mieux compris ce qu'est un NFT. Maintenant, et je vais passer la main à Simon, c'est Simon, toi qui bosses dans les métaverses. Alors, métaverse, c'est beaucoup d'idées reçues, beaucoup de conceptions assez irrationnelles de ce que c'est, mais comment aujourd'hui tu décrirais un métaverse? Alors, je pense qu'il y a plein de définitions du métaverse déjà. Tout le monde peut avoir sa propre définition du métaverse et puis c'est quelque chose qui est vraiment en construction. Nous, nos définitions du métavers, c'est un ensemble d'environnements virtuels qui ne communiquent pas forcément entre eux. Ça va être des mondes virtuels comme The Sandbox, Decentraland, qui peuvent être concurrents. Du coup, ils n'ont pas forcément d'intérêt à communiquer entre eux. Et en fait, c'est des sociétés tierces comme les nôtres qui allons potentiellement créer les liens entre ces différents univers virtuels. Et c'est ce qui va créer le métaverse. Et après, dans l'usage du métaverse, je pense qu'il y a aussi pas mal de définitions. Il y a le fait que ce soit en temps réel, que ce soit accessible. Certains vont vous dire qu'il faut que ce soit vraiment immersif, avec un casque de réalité virtuelle. Voilà, donc tout le monde peut avoir sa propre définition. Nous, on pense qu'il faut surtout que ce soit accessible. C'est des environnements virtuels, mais qui peuvent aussi interagir avec le réel. Et voilà, après, le côté multi-utilisateur aussi, qui rejoint cette expérience, le fait qu'on ne soit pas isolé tout seul dans un univers en 3D. Et puis aussi pour faire une petite rétrospective, je pense que le métaverse, on est tous un peu dedans déjà. C'est juste qu'il n'a pas la représentation qu'on a en tête du métaverse. Meta en soi, enfin Facebook peut être un métaverse puisqu'on peut tout faire dans Facebook. On peut échanger avec ses amis, on peut faire des jeux, on peut publier, on peut faire des achats, on peut tout faire. Et sauf que l'interface graphique elle est en 2D, donc il y a aussi une grosse différence entre Facebook et le métaverse, c'est qu'il y a aussi cette notion 3D de monde immersif. Et qui dit 3D dit, alors pour nous qui travaillons avec les marques, bien sûr, de devoir s'adapter, de passer de 2D à 3D et de Web 2 à Web 3. Merci Simon. Du coup, Adrien, toi qui as une ESN blockchain et qui aide des gens à builder et à créer des projets, quels seraient pour toi les liens les plus logiques sur lesquels tu as pu bosser entre vraiment NFT et Metaverse? Oui, le lien est assez évident. Alors, pour moi, le métavers, c'est en effet un monde numérique qui doit être immersif. Et donc la notion de 3D est importante, mais chacun a un peu sa propre définition. L'intérêt d'un métavers, c'est qu'il est numérique. Et donc du coup, pour représenter la propriété d'un monde numérique, qui était la bonne explication de Clément, il faut représenter de la non-fongibilité.
Donc c'est là le NFT non fongible. Bitcoin est fongible, même si ça peut se discuter sur est-ce qu'un Bitcoin égale à Bitcoin, la monnaie est fongible. Comment on représente la non-fongibilité en termes de propriété d'ownership dans un métaverse qui est lui-même défini, limité, on peut acheter des terres, des lands. Et donc la principale utilisation des NFT dans le métaverse, c'est la propriété des lands dans le métaverse qui est représentée par des NFT. Donc ça c'est intéressant. Mais moi j'aimerais un peu inverser le problème, c'est que l'utilisation en fait, des métaverses va permettre l'émergence des meilleurs NFT. Parce qu'en fait, on a cette problématique quand on crée des NFT qui sont des objets de data sur lesquels on stocke de l'information qui permet de faire cette non-fongibilité. Et ben, le problème, c'est que c'est très compliqué de mettre de la data du monde physique. Parce qu'on doit avoir de l'IoT, on doit avoir des gestes utilisateurs qui nourrissent de la data. Alors que les métaverses, comme ils sont par essence numériques, ils pourront fournir à des NFT de la data de qualité et créer des cas d'usage d'autant plus intéressants. Donc j'inverserai un peu le problème en disant que, évidemment, le cas d'usage naturel des NFT, c'est la représentation de la propriété des métaverses, mais ce sont les métaverses et leur utilisation qui vont créer les meilleurs cas d'usage parce qu'ils vont créer de la data en temps réel sur les NFT. Merci Adrien. Alors, Metaverse, aujourd'hui, et notamment avec la dernière conférence de Meta, où on sent vraiment une velléité, ne serait-ce que par le prix du casque, d'aller vers le monde professionnel. Est-ce que pour vous, Metaverse aujourd'hui, à l'instant T, c'est plus, en termes d'usage, professionnel ou personnel ? Alors ça dépend encore une fois des usages et de la définition du Metaverse. Puisque si on parle de monde vraiment immersif, comme avec les casques Meta, de Meta, en gros, les gens ne sont pas équipés. Donc clairement, quand on veut communiquer au grand public ou faire des campagnes, encore une fois, je parle pour les marques, c'est compliqué de pouvoir toucher tout le monde parce que personne n'a un casque. Je ne connais pas le taux d'adoption du casque en France ou dans le monde. Mais globalement, c'est plus utilisé en B2B, la réalité virtuelle. Et c'est pour ça qu'on mise pas mal sur la réalité augmentée, qui, elle, est accessible en France, avec des solutions comme celle qu'on a. Il faut que l'utilisateur ait un smartphone. Donc là, je pense qu'en France, on doit être 98% avoir un smartphone. Et sur ces 98%, on a environ 90% de compatibilité sur la réalité augmentée disponible dans le web. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible. Donc il y a ce sujet-là d'accessibilité aux lunettes, enfin aux casques. Et là, il y a aussi pas mal d'annonces qui vont arriver sur les casques de réalité augmentée, cette fois, comme un peu avec le flop des Google Glass il y a une dizaine d'années, on va dire. Là, les GAFAM sont en train de relancer leur casque de réalité augmentée. Il faudra voir quelle est l'adoption. Forcément, c'est plus utilisable qu'un casque de réalité virtuelle, où pour l'instant, si on parle de casque standalone avec lequel on peut se déplacer partout, on est quand même limité techniquement sur des rendus graphiques. Je ne sais pas si vous avez vécu des expériences de dingue, mais pour l'instant, c'est encore quand même assez limité, ces expériences dans les casques de réalité virtuelle. Le fait d'intégrer de la réalité augmentée dans les lunettes, il y a potentiellement beaucoup plus d'usages qui vont arriver. Je pense que le bon comparatif, c'est ce qu'on voit avec les nouveaux tableaux de bord des véhicules, où on a des informations qui nous permettent d'augmenter la réalité. Et donc là, il y a vraiment des gros cas d'usage dans la vie de tous les jours. Peut-être juste pour compléter là-dessus aussi, moi j'aurais un regard du coup qui va être complémentaire au tien, je pense Simon, parce que nous avec Exclusivable, on a pas mal distribué des espaces métaverses qui sont pas AR, qui sont pas VR, qui sont juste desktop ou browser sur mobile. Et même là-dessus, on a eu des surprises en fait sur le niveau d'adoption par des publics B2B. On avait lancé notamment un espace que tu connais, la Penthouse, donc dans Spatial, super appartement, Las Vegas, Paris, machin, et plutôt avec une cible B2C, en se disant voilà, c'est prévu pour faire du social meet-up, on est tous dans la même salle, on met de la musique, on met un film, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait en fait énormément de publics B2B
qui se mettaient à organiser des workshops, des réunions clients, des réunions d'équipe dans la penthouse. C'était pas du tout un use case qu'on avait prévu. D'ailleurs, c'était pas un espace qui était très pro, même s'il était joli. C'était plutôt perso. Donc voilà, je pense que même là-dessus, sur ces espaces-là qui sont pas AR, qui sont pas VR, on voit qu'en fait le public B2B est vachement prompt en fait à se saisir de ces nouveaux outils et à intégrer ça dans un parcours client ou bien dans l'engagement avec les collaborateurs, notamment dans des contextes où tout le monde est remote, avoir des workshops en évitant d'amener tout le monde en avion dans une capitale, etc. Donc ouais, c'est un cas d'usage qui se développe de plus en plus. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, ça dépend aussi des marques. Je pense qu'il y a des marques qui sont prêtes à aller en B2C et qui ont la légitimité d'aller en B2C. Enfin, on en parlait tout à l'heure, tous les deux, des marques de luxe qui sont les premières à se lancer quand même dans le Web3, dans le métaverse, parce qu'elles ont la légitimité du monde réel, et donc forcément pour elles, c'est plus facile que pour des marques un peu moins sexy. Et en fait, pour d'autres marques, le fait de l'utiliser en B2B, ça leur permet aussi de mettre un premier pas dans le métaverse, dans potentiellement des NFT. Et en effet, il y a aussi, c'est aussi pas mal utilisé en B2B, enfin en tout cas on le voit, sur la culturation interne, l'éducation sur les sujets Web3 et de tests, parce que c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles dans les organisations, comment on gère ça. Donc ça permet de faire tester en gros les collaborateurs avant d'aller sur du grand public. Peut-être une phrase pour compléter. Je trouve que si vous voulez comprendre les cas d'usage du métaverse, la keynote de l'année dernière de Meta, qui est d'ailleurs la vidéo qui annonce le rebranding et le nouveau nom, est extrêmement claire dans les cas d'usage. Ça explique extrêmement bien la volonté de Meta et le potentiel. Par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, les cas d'usage qui sont déployables aujourd'hui, même si elles le sont dans le monde du luxe, ce n'est pas les cas d'usage qui sont les plus impressionnants de par la qualité des infrastructures qui sont disponibles. Donc en fait, ce qui me paraît le plus probable à très court terme, c'est l'adoption par des marques qui sont plutôt mass market, pour des expériences qui sont des débuts d'expérience. Par exemple, ce que fait Decathlon dans le métaverse, c'est extrêmement intéressant en termes de cas d'usage. Du coup, par rapport à ça, j'étais récemment à un lancement justement de NFT qui était lié à des laines dans le métaverse. Et j'ai discuté avec pas mal de personnes et j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait que si on voulait une adoption massive vraiment des métaverses, et je pense que vous avez tous vu les controverses concernant Decentraland par exemple, sur le nombre de daily users actifs, ça passerait forcément par de l'entertainment et la façon la plus facile de le faire, ça serait le gaming. Est-ce que vous avez des exemples dans ce sens-là qui vous laissent penser que vraiment le gaming risque de nous apporter l'adoption massive des métaverses? Alors c'est marrant parce que moi c'est le point que je voulais aborder effectivement. Je pense que dans un premier temps le métavers ça sera essentiellement de l'entertainment et du gaming. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que en fait les métaverses, si on enlève la couche NFT, infrastructure, ownership et le côté immersif permis par les casques de réalité augmentée, c'est dans le gaming qu'on a pu avoir des métaverses mass market. Donc, début des années 2000, il y avait Second Life qui a été le premier, je dirais, mais après, ce qui a révolutionné le genre aussi, c'est World of Warcraft, où en fait, c'était déjà un métaverse avec un jeu massivement multijoueur et dans lesquels les gens jouaient, mais également créaient des communautés, échangeaient, créaient des liens d'amitié, etc. Et je dirais que si on tire le fil d'Ariane de World of Warcraft, en fait, c'est également le bon exemple pour se matérialiser cette question d'ownership. Parce que Adrien mentionnait très justement la nécessité d'avoir des landes, mais même si on pense encore plus loin, en fait, on peut se dire que, par exemple, chaque item qu'on va manipuler dans un métaverse sera un NFT. Je reprends l'exemple de World of Warcraft. Si on imagine World of Warcraft dans 5 ans, côté immersif, certes, mais le fait de pouvoir, lorsque j'acquiers une épée, lorsque j'acquiers une épaulette, un chapeau, etc., doté de certains pouvoirs, on connaît le tirage, c'est-à-dire on sait qu'il y a, je sais pas, 200 épées comme ça dans le monde, 1000, donc il y a des niveaux de rareté qui sont définis, qui ne peuvent pas être retouchés après, parce que un des risques de la centralisation, c'est de se dire World of Warcraft peut très bien changer en fait les données qui sont liées à une épée et faire perdre en fait les choses qui ont pu être acquises par des joueurs. Et donc en fait, si on s'imagine là, se dire voilà, lorsque je vais vraiment acquérir une épée, lorsque je vais interagir, je pourrais les revendre sur un marché secondaire, je pourrais jouer, etc. Là, on touche vraiment le côté métaverse
gaming où on comprend toute la potentialité de la data ownership, du côté immersif, des NFT. Donc voilà, je pense vraiment que ça va d'abord venir par là parce que les joueurs sont éduqués et ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on joue déjà à des jeux immersifs entièrement ouverts avec des interactions humaines. À ce sujet-là, la grande oubliée, en fait, c'est l'expérience, je trouve. C'est-à-dire que il y a plein de mondes là qui sont en train de se créer, des mondes qui sont ouverts, des univers virtuels on-chain, qui intègrent des NFT, le fait de posséder vraiment les assets du jeu. Et donc techniquement, en fait, il se rajoute une complexité là-dessus. Et en fait, ce qui est oublié, c'est l'expérience. Si on compare un The Sandbox avec un Minecraft, par exemple, visuellement, c'est assez comparable. Hein. C'est des voxels, donc des pixels en 3D, qui permettent de construire des éléments dans le jeu. Et là où The Sandbox a beaucoup à jouer, c'est sur le côté expérience. Et c'est pour ça que là, il lance des nouvelles saisons, des expériences pour faire venir des joueurs. Mais la grosse différence pour l'instant, c'est surtout l'expérience. Donc ça va venir avec le temps. Les jeux qui sont off-chain, qui n'intègrent pas la blockchain, donc les gros éditeurs de jeux vidéo, ils ont énormément d'argent, beaucoup d'expérience. Donc ils ont un avantage, hein, c'est beaucoup plus facile. Et les jeux qui arrivent on-chain, il faut qu'ils rattrapent ce retard au niveau de l'expérience de jeu. Mon point de vue. J'ai une question pour toi, Clément. J'ai échangé ce matin avec une blockchain, pour ne pas la citer, Tezos, et il me parlait d'un grand studio de jeux vidéo qui nous sort chaque année des AAA et qui avait voulu se lancer dans la blockchain, mais il y avait eu un peu un bad buzz. Parce que les gamers, du coup, le gamer, vraiment l'hardcore gamer, il n'est pas forcément aujourd'hui blockchain et il n'a pas forcément cette notion d'ownership ou cette notion de reward, mais par contre, il va acheter par exemple des skins dans Fortnite. Qu'est-ce qui, selon toi, peut débloquer la situation, puisque si tu penses que du coup le metaverse va passer par le gaming, aujourd'hui les gamers sont plutôt réfractaires à cette notion d'ownership et de NFT. C'est tout à fait légitime en fait, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est gamer et peu éduqué au Web3, au mieux on est tombé sur 2 articles des Échos ou d'un autre qui va dire il y a un Bored Ape qui s'est vendu 3 millions de dollars, c'est n'importe quoi, c'est de la spéculation et ça fait blanchir de l'argent. En fait, on présente encore beaucoup les problématiques autour de c'est hyper volatile, c'est de la spéculation. Donc les joueurs se disent mais attendez, en fait déjà, même par rapport à la maison d'édition, en l'occurrence française qu'on connaît très bien, il y avait déjà avant ça des phénomènes où les joueurs se plaignaient de la financiarisation accrue des jeux et des nouveaux modèles économiques où en fait on leur dit en fait ça va être un free-to-play, donc tu vas jouer gratuitement, mais à la fin tu te retrouves à devoir payer tout le temps et avoir un panier moyen où tu as dépensé 250 € pour jouer à un jeu, là où à l'époque au moins on achetait un jeu 70 € et on dépensait plus derrière. Donc il y a aussi ces nouveaux modèles économiques qui déjà ont été un point d'inflexion, on va dire, dans le rapport entre les gamers et les maisons d'édition. Et comme là, ils ont l'impression qu'on va essayer de leur vendre un truc hyper spéculatif pour faire toujours plus d'argent, dénaturer les jeux, créer de la financiarisation. Enfin, par exemple, Sora, qui est un excellent jeu, c'est quand même un jeu basé sur le pari en ligne, sur le betting, le reward, le fait de la compétition, donc des jeux d'argent en fait. C'est-à-dire, ouais, mais moi si je joue à World of Warcraft, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour faire des jeux d'argent, c'est parce que j'aime l'univers, je me reconnais dans l'écosystème Blizzard, etc. Donc c'est simplement expliquer, non mais en gros ça va rien changer. Ton jeu sera le même, tu vas avoir ton chapeau dans Fortnite ou ton épée dans Blizzard, la seule différence c'est qu'elle va t'appartenir. Donc tu es gagnant. Et une fois qu'on a expliqué ça et qu'on arrive à faire se passer ce message et qu'on dépasse le côté spéculatif des choses et on s'intéresse à la fonction utilitaire des NFT, je pense que les gamers accepteront et verront en fait l'intérêt personnel de se dire oui, je possède une épée. Et si on pense encore un peu plus loin, en fait, c'est aussi aux maisons d'édition de se dire en fait, une fois qu'on peut créer des nouveaux jeux vidéo, en fait, des nouvelles mécaniques de game design, se dire par exemple, je dis n'importe quoi, mettons, je crée un nouveau jeu sur l'écosystème Blizzard, je vais dire toutes les personnes qui ont telle épée, donc en NFT, peuvent accéder directement au niveau 20.
c'est un exemple. Et donc se dire, c'est super, en fait, j'ai un peu de l'interopérabilité, j'ai passé beaucoup de temps dans ce jeu vidéo, ça me donne un avantage dans un autre jeu vidéo, et en fait on peut créer des liens entre ces différents univers, et donc c'est aux maisons d'édition de créer cette capacité, cette interopérabilité entre leurs jeux pour en fait garder et fournir des écosystèmes de plus en plus complexes et intéressants aux gamers. À mon sens, c'est comme ça qu'on va améliorer le taux d'adoption. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Ubisoft, pour citer le projet, pas de raison que... en fait, le retour était très intéressant parce que les gamers comprenaient quand même assez et avaient des critiques qui étaient des critiques justifiées. La première, c'était on ne veut pas que le jeu devienne un pay-to-win, et avec la monétisation, on a peur de ça, ce qui est un vrai point. Et le deuxième, c'est on a peur que notre expérience en tant que gamer, qui est le plus important, soit extrêmement affectée parce que la technologie n'est pas mature. C'est également un vrai point aujourd'hui. En effet, il y a un gros sujet, tout ça, je parlais de l'expérience, mais il y a aussi ce sujet accessibilité, où quand on édite un jeu on-chain, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour l'utilisateur d'accéder au jeu. Faut s'il veut pouvoir profiter pleinement du jeu, il faut qu'il ait de la crypto, c'est-à-dire qu'il va aller je sais pas, sur un exchange, aller convertir des euros en Ether, en mana, etc., pour pouvoir participer au jeu, transférer, bref, c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste lancer un jeu off-chain et je sais pas, acheter un skin dans Call of Duty par rapport à acheter un skin dans Decentraland. C'est pas la même expérience, on va dire. Et en fait, ce qui est normal, parce qu'on est sur une technologie qui n'est pas encore mature. C'est comme jouer en ligne au début des années 2000. C'était un enfer, quoi. Il fallait rentrer les adresses IP des gens, il fallait se connecter, ça sautait la moitié du temps, c'était compliqué, il n'y avait pas de ladder, il n'y avait pas de système de classement, etc. Donc c'était déjà compliqué d'organiser un réseau LAN chez soi. Il fallait avoir un peu des techniques, un peu creuser le côté computer, etc. Alors qu'aujourd'hui, rien de plus simple que de jouer sur Internet. On se connecte, PlayStation Store, j'enchaîne et je joue en ligne instantanément. Et ça va être la même chose avec les NFT en fait. En fait, il faut rajouter des couches d'abstraction, faire du travail sur de l'UX, de l'UI, intégrer en fait des rampes de paiement. Et en fait, on va au fur et à mesure de plus en plus invisibiliser la partie Web3 et simplement offrir une interface de jeux vidéo classique et on simplement dire en fait à la fin tu es juste propriétaire, la question des tokens sera complètement inscrite dans le prix du NFT et je parle pas de choses à hauteur de 3 ans, mais aujourd'hui on travaille avec un éditeur de jeux vidéo pour aller directement intégrer dans le moteur du jeu, donc en Unity des NFT, créer en fait, invisibiliser la partie UX, UI, etc. et donc vraiment avoir un jeu complètement intégré. Mais c'est pour ça que je pense que là où je te rejoins, c'est qu'il y a quand même une expérience des éditeurs de jeux vidéo classiques sur construire des jeux et qui se posent des questions sur comment intégrer cette petite feature en plus. Et c'est là que ça va permettre en fait de massifier les usages. Et, du coup, c'était pas négatif. Hein. Le point, c'est en gros, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais je sais plus ce que je voulais dire. On va enchaîner sur... Adrien, tout à l'heure, tu disais un truc qui était vachement intéressant et qui est peut-être pas clair pour tout le monde et qui est au cœur, en tout cas, de tous ces métaverses ou beaucoup d'expériences qu'on a dans le Web3, qui est la tokenomics et qui est hyper important, voire crucial pour n'importe quel projet Web3 pour continuer à faire vivre de façon pérenne son produit, son écosystème, son jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la tokenomics et en quoi c'est essentiel dans un projet et peut-être nous donner des exemples sur différents projets sur lesquels tu as pu travailler? Oui, bien sûr. La tokenomics, c'est très simple à comprendre. C'est l'économie en token. Donc à quoi sert le token, à quoi sert le NFT, quelle est son utilité et du coup quelle est sa valeur. Parce que normalement, elle doit dépendre de l'utilité. En tout cas, avec le temps, elle tend vers l'utilité. Au-delà de la spéculation. Et donc, peut-être pour comprendre un peu la tokenomics, moi je donne souvent quelques chiffres qui sont des convictions qu'on a à Smart Chain, c'est qu'on pense que dans 5 à 10 ans, plus de la moitié de la valeur sera transférée sur les blockchains, donc sera tokenisée. Donc on va avoir un grand mouvement de captation de valeur et de transfert de valeur qui va aller dans les tokens et les NFT. Et principalement les NFT parce qu'ils représentent plus le monde dans lequel on vit, qui est un monde où tout est unique. Mais ça demande un temps de maturation technologique qui peut être un peu lourd. Nous on estime que les NFT ont donné 10 à 15% de leur potentiel en termes de maturation. Et on estime que les métaverses sont bien en dessous, ils sont peut-être à 5%. En termes de... Je suis généreux pour mes collègues, mais ça laisse beaucoup d'opportunités. Et la bonne nouvelle, c'est que le potentiel est peut-être encore plus grand que ce qu'on pense. Parce qu'en fait, on n'imagine pas, mais si dans 3 ans, 20% des ventes se font dans le métaverse,
fait, ça représente un business qui va aller de 0 à 1 extrêmement rapidement en termes de potentiel. Donc le potentiel est plus intéressant et plus fort que ce qu'on pensait nous-mêmes. Par contre, il va aller plus lentement que ce qu'on pensait. C'est comme toutes les innovations technologiques, elles vivent tous ce cycle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est à quel point la tokenomics réplique des mécanismes qu'on connaît déjà dans le monde Web 2 et rajoute des mécanismes et les combine ensemble pour créer des modèles intéressants. Et en fait, c'est ça qu'on a du mal à comprendre quand on démarre à comprendre le Web 3, c'est qu'un token peut être un point fidélité et peut représenter une part de gouvernance ou une part d'equity et de part de boîte. Et peut même représenter toutes ces choses ensemble sur le même token. Et donc en fait, on est en train de multiplier les cas d'usage autour de mêmes assets et d'essayer de séparer des cas d'usage en termes de mêmes assets. Parfois, on fait l'un ou l'autre. C'est ça qui rend la chose extrêmement compliquée. Et donc, nous, à Smart Chain, les cas d'usage qui nous paraissent les plus faciles à comprendre, c'est les cas d'usage autour de la gouvernance. C'est le fait de pouvoir se dire, le token a une utilité, il représente le fait de pouvoir acheter et consommer un bien ou un service, mais aussi de voter et de participer à la gouvernance de projets, tels que les métaverses. Et c'est beaucoup de cas d'usage qui sont aujourd'hui pas tellement développés, parce qu'ils sont extrêmement compliqués. On essaie de répondre à des sciences sociales, des sciences humaines, de la théorie des jeux, et c'est quelque chose qui va monter en puissance. Ce qu'on appelle les DAO, c'est une notion que vous avez sûrement entendu parler, le fait d'organiser des sociétés ou des projets de façon un peu décentralisée avec un partage de la propriété et de la gouvernance. Et donc les cas d'usage sur lesquels on a travaillé, c'est comment on peut créer et administrer autour de ces tokens et de ces NFT des cas d'usage qui vont être tant des utilités dans les jeux, et on en parlera sur les métaverses, que sur la gouvernance de ces espaces, avec des utilités qui soient justes et un prix qui ne soit pas que drivé par de la spéculation, mais par des usages et de l'utilité du monde réel. Et ça va prendre un peu de temps. Puis, il peut y avoir aussi des usages dans le monde réel. Hein. On le voit ce soir avec Taylor NFT qui nous permet d'être tous ici ce soir. Il y a aussi plein d'usages dans le monde réel qui vont apparaître et qui vont permettre une meilleure adoption parce que forcément c'est aussi très générationnel quand on parle de NFT dans les univers virtuels, que les jeunes générations soient prêtes à acheter des biens dématérialisés, c'est OK pour elles. Pour des générations peut-être plus comme la nôtre, voire plus âgées, on a besoin de réel, on a besoin de choses qu'on peut toucher. Et voilà, il va y avoir des nouveaux usages qui vont arriver. Tu me tends une perche. J'avais échangé avec une personne qui travaille dans un studio Web3 et je lui disais que j'étais fan de sneakers et du coup que je les collectionnais et il me disait mais je comprends pas comment tu peux collectionner des sneakers physiques. Il me dit par contre moi j'adore collectionner des NFT. Et justement, il y a une vraie passerelle qui est en train de se créer entre ces deux mondes et c'est une question qui est particulièrement pour Pierre et pour toi Simon. Comment les acteurs, les marques et notamment par rapport à des enjeux e-commerce essaient de s'emparer à la fois des NFT et des métaverses aujourd'hui? Ouais, effectivement, c'est une question assez vaste et on sait que c'est un secteur, disons, les marques en général, les consumer brands, le luxe en particulier, qui ont été parmi les premiers à s'emparer du sujet, donc elles y ont vu quelque chose. Et en fait, c'est parce que tu as une grande versatilité, disons, du NFT et une grande diversité de façons d'utiliser. Tu peux réfléchir en termes d'acquisition, donc dire par exemple, je vais aller chercher une clientèle que je n'avais pas jusqu'ici, qui est intéressée par les NFT. C'est ce que tu disais avec l'exemple de ton ami, tu vois, qui est plus intéressé par les NFT que par le produit physique. En fait, c'est l'exemple type, ça va être Artefact. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio qui a été racheté par Nike, avec des Français notamment à la tête, qui ont créé un univers purement virtuel autour de certains NFT et qui se sont fait racheter par Nike. Et maintenant, Nike pousse des limited edition, des produits physiques qui sont inspirés par cet univers. C'est une façon de créer un nouveau canal de distribution vers une niche extrêmement précise avec généralement certains moyens, puisque les Clonex c'est pas donné. Donc c'est une façon de faire de l'acquisition. Tu peux réfléchir aussi en termes de rétention. Tu peux dire que ton programme de feed, qui était initialement un programme Web 2 dans un CRM classique, peut utiliser certaines propriétés des tokens pour le rendre notamment composable. Et donc c'est ce qu'on disait notamment sur le gaming. De même que je peux avoir envie en tant que gamer de posséder mon épée sur World of Warcraft, je pense qu'un jour la question se posera, pourquoi est-ce que je ne possède pas mon membership Flying Blue, quoi? Pourquoi je suis Flying Blue que dans les serveurs centralisés de Air France? Et pourquoi ce n'est pas un token qui m'ouvrirait des portes derrière, qui créerait de la composabilité, qui me permettrait de bénéficier d'autres choses? Enfin, voilà, c'est ce genre de réflexion que les marques se posent. Un autre sujet, mais qui
qui pour l'instant ne pose pas de problème, même si on voit qu'il y a déjà eu des dérives dans Horizon World. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des premiers métaverses de méta, du coup, où ça partait un peu en cacahuète au niveau du comportement des personnes dans les métaverses, parce que déjà sur les réseaux sociaux, les gens s'expriment assez facilement, mais du coup, caché derrière un avatar, c'est encore plus facile, et donc certains métaverses de méta, notamment, étaient pas terribles en termes de comportement. Il y a un vrai sujet, et à votre avis, comment on peut réguler ou anticiper pour éviter les dérives du comportement des personnes qui seront cachées derrière leur avatar? Tu me laisses la question la plus dure. Alors, je dis souvent une petite blague qui va vous faire rire, j'espère, c'est que les premiers intéressés par le métaverse, c'est les juristes et les avocats. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent dans le métaverse et le monde numérique, ce qui va leur donner beaucoup de travail dans les années à venir, donc ils sont très contents d'explorer. D'ailleurs, ils ont déjà exploré des idées que nous-mêmes on n'avait pas en tant que développeurs et chefs de projet, parce qu'ils se posent des questions, par exemple, s'il y a un viol entre deux personnages dans le métaverse, etc. Il y avait une polémique sur ça il y a quelques mois, je ne sais pas si vous avez vu passer, avec des questions qui se posent qui sont des bonnes questions, est-ce que c'est la responsabilité ou pas, etc. Qu'est-ce qui est... Donc ça, c'est des questions, en fait, il y a beaucoup de questions dans la blockchain et dans les métaverses qui sont des questions qu'on connaît déjà, tant en termes d'ailleurs de sécurité, c'est les questions de sécurité des protocoles, que des questions de quels sont les crimes qui peuvent se passer, et quelles sont les attaques possibles de différentes personnes qui se mettent ensemble pour essayer de craquer certains protocoles, tant d'une partie technique que d'une partie fonctionnelle et juridique. En fait, c'est des questions qu'on connaît déjà, que la blockchain remet un peu au goût du jour. Et il y a les mêmes concernant la gouvernance. C'est les mêmes questions que ça fait des milliers d'années qu'on réfléchit à la gouvernance, et en fait, la blockchain remet ces questions autour de la table parce que les exemples théoriques qu'on pouvait avoir redeviennent pratiques. Donc ça, c'est ça qu'on apprécie beaucoup dans la blockchain, c'est le fait de mettre en pratique des idées, des théories sur lesquelles ça faisait longtemps qu'on n'avait pas déployé ces théories aussi massivement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, aujourd'hui, les principales caractéristiques des problématiques qui peuvent arriver sur Facebook et Meta, c'est qu'ils sont pris pour cible un peu injustement, alors qu'ils ont fait beaucoup de bien au métaverse, parce que finalement, c'est eux qui ont réveillé Enfin, ils ont quand même changé de nom pour Meta. On ne se rend pas compte à quel point c'est extrêmement fort comme symbole et à quel point le pari est risqué. Et l'air de rien, ils ont quand même permis beaucoup de financement dans cet écosystème et ils ont fait gagner 2, 3, peut-être 5 ans dans cet écosystème. Et donc ils sont beaucoup pris pour cible de par la qualité et peut-être à raison. Mais la vision que Mark Zuckerberg a pour le métaverse, si on le lit avec attention, est extrêmement intéressante et précise. Et il n'est pas du tout naïf sur la vision de à quel point il y a des contraintes en termes de qualité des métaverses, à quel point les attaques sont possibles. Quand on crée Facebook, on a des petites connaissances en théorie du comportement social, a priori. Ce n'est pas quelqu'un qui est naïf sur ça. Et on va dire que la principale attaque qu'on a sur la qualité de Meta, c'est plutôt un point où ils s'en servent presque pour faire le buzz, finalement. On se rend compte que c'est une stratégie de faire parler de lui et de faire parier contre le fait qu'il ne va pas réussir parce que c'est un métaverse qui est considéré comme centralisé, que c'est un GAFA, etc. Et en fait, on se rend compte que ça lui offre une publicité qui est incroyable et que c'est presque une stratégie en interne. Donc il ne faut pas être naïf non plus sur la façon dont ils ont d'organiser la défiance sur ce métaverse. Avec le risque aussi, à travers les métaverses, de créer un petit peu un système de panoptique, pour reprendre les termes de Michel Foucault, c'est-à-dire on va être en capacité d'écouter, de tout surveiller. Donc surveiller et punir, on y est, quoi. C'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce qu'on a vraiment envie de tout réguler, c'est-à-dire le seul moyen c'est d'enregistrer toutes les conversations, de regarder, d'avoir des capteurs pour savoir ce que l'œil regarde, attends, peut-être que tu as regardé plutôt tel avatar, donc ça signifie ça. Et donc se dire dans quelle mesure oui il faut réguler, mais en même temps laisser des espaces de liberté aux gens ou pas. Enfin, voilà, c'est quand même des débats ouverts, mais il faut, je pense que trop de régulation, trop de contrôle, on arrive sur des choses assez utopiques. Et est-ce qu'on veut vraiment de ça? La manière, est-ce qu'on veut être filmé partout, tout le temps dans la rue, être tout le temps partout tracé, etc. Je suis pas sûr. Donc peut-être qu'accepter parfois un petit peu de dégâts, c'est pour donner plus de liberté à l'ensemble. Donc c'est aussi ça à prendre en compte dans les réflexions. Je vais ouvrir le sujet sur quelque chose que je trouve hyper intéressant et que je pense qui est vraiment moins connu du grand public, mais qui n'est pas encore vraiment démocratisé. Et c'est peut-être d'ailleurs une des réponses au fait de faire que les personnes se comportent bien dans le monde digital, dans le métaverse. Je voudrais avoir votre avis à tous sur les Soulbound tokens, qui ouvrent un champ des possibles, d'ailleurs dans le monde digital et dans le monde physique, qui est assez fou.
et avoir vraiment votre vision sur le sujet. Et je veux bien que l'un d'entre vous explique ce qu'est un Soulbound Token. Déjà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'utilisateur il est quand même de plus en plus identifié. Hein. C'est quand même moins le Far West. Et quand on crée un compte sur un exchange, forcément, il faut montrer sa carte d'identité, montrer patte blanche, etc. Donc, on a beau être sur la blockchain, en fait, tout est traçable. On utilise Internet, donc en gros, quand on se connecte, je sais pas, dans des univers virtuels, potentiellement notre IP est détectable. Enfin, ça change significativement pas notre manière de naviguer sur le web. Il y a quand même des différences. Et par rapport au Soulbound Token, en fait, alors, je pense que sur les protocoles, je ne suis pas le plus calé. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en gros, c'est le token qui va nous servir, qui peut potentiellement nous suivre toute notre vie et qui va graver des éléments importants de notre vie. J'espère que vous avez à peu près la même définition. Dans tous les cas, en fait, ce qu'on voit, et on le voit déjà avec les marques, c'est que, et avec les régularisations qui arrivent en France, en Europe, il y a besoin d'identifier l'utilisateur. On pense qu'à terme, le fait qu'une marque émette un NFT, qu'elle le vende, bien sûr, celui qui l'achète, il peut potentiellement être tracé, on peut l'identifier. Enfin, s'il a créé un compte sur un exchange, en gros, on peut remonter à lui, donc il est assez tracé. Par contre, qu'est-ce qui se passe si la marque elle donne accès à des NFT et que derrière l'utilisateur crée un wallet propre, tout neuf, et qui ne donne pas son identité, etc., et qui se fait des plus-values. Enfin, il y a des sujets de suivi de l'utilisateur qui sont super importantes. Et je pense que toutes ces nouvelles solutions, tous ces nouveaux protocoles, ça nous permettent de vraiment avoir une meilleure traçabilité dans ces différents univers virtuels, dans le Web3 en général. Effectivement, pour compléter aussi, à travers la notion de Soulbound, il y a une notion en fait, d'identité numérique qui est importante, et de proof of attendee, c'est-à-dire j'étais vraiment là à ce moment-là. Donc on peut prendre un exemple que tout le monde connaît, LinkedIn par exemple. On pourrait imaginer que lorsque je vais mettre un diplôme, en fait, ça soit lié à un Soulbound token qui soit émis par l'école et qui permette de dire oui, il était bien, qui soit elle-même relié à une sorte de supra-identité numérique. On sait qu'il y a une identité numérique. À cette identité numérique viennent se loguer en fait des Soulbound tokens qui sont liés à une expérience. Donc je sais pas, j'ai fait un marathon, j'ai gagné un Soulbound. Je suis allé faire tel événement, j'ai gagné un Soulbound. Et donc donner en fait une... Parce qu'une des problématiques du web, comme tu l'as dit, c'est de se dire on peut créer un profil LinkedIn et dire n'importe quoi qu'on a fait, Harvard, etc. Et ce sera toujours compliqué d'aller le prouver. Alors que là, en fait, on serait dans un système où mine de rien, ça permettrait d'apporter un petit peu une réponse technologique aux problématiques de l'information véridique sur ce que j'ai réalisé en tant que personne dans mon parcours de vie. Et donc c'est en ça que c'est hyper intéressant, les Soulbound NFT dans un premier temps. Et après, on peut même imaginer plein de cas d'usage. Ça peut être, par exemple, pour des newsletters. On peut dire, en fait, je possède un Soulbound NFT qui me permet de me dire, je veux recevoir telle newsletter de telle marque. Et l'avantage, c'est que ça serait décentralisé. Donc la marque n'aurait pas accès à une base de données centralisée où on sait voici les personnes qui sont dans ma newsletter, mais simplement une adresse de wallet sans savoir l'identité. Donc on peut aussi imaginer des systèmes qui permettent de regagner de la confidentialité, parce que moi, en tant que personne, j'ai pas envie de savoir que la marque sache que je suis abonné à sa newsletter. Donc en fait, on peut en plus tirer plus loin et trouver plein de cas d'usage très intéressants autour de cette thématique de l'identité numérique au sens large. Peut-être pour compléter ce que tu dis, Clément, et je suis tout à fait aligné, l'exemple que je donne pour expliquer très simplement ce qu'est le SBT, c'est l'exemple de la carte d'identité. Parce que qu'est-ce que c'est un SBT? C'est un token qu'on ne peut pas transférer. Et en fait, il y a cet aspect de monétisation qui est très important. C'est que, est-ce que moi, mon identité, ma carte d'identité, ma nationalité, est-ce qu'elle est à vendre et monétisable si j'ai un token ou un NFT qui représente ma carte d'identité? Généralement, dans beaucoup de pays, la réponse est non, parce que la réponse est parfois oui dans certains pays. Et donc, du coup, le fait d'avoir un SBT permet de ne pas transférer ce passeport, cette carte d'identité. Et donc, après, il y a plein de cas d'usage, comme l'a dit Clément, qui sont très intéressants, mais pour comprendre simplement l'exemple de la carte d'identité, d'ailleurs, ça a été principalement créé pour ça, pour ces cas d'usage-là, rend les tokens non transférables. Et après, il y a d'autres utilités qui sont
autrement plus intéressantes en termes d'application, à mon sens, c'est les cas d'usage de la gouvernance. Parce que si jamais la gouvernance dans des protocoles ou dans des mondes numériques est monétisable, en fait, c'est les plus riches qui décident. Et donc le fait de pouvoir créer des soulbound tokens qui ne sont pas monétisables permet d'avoir une gouvernance qui est moins sensible aux attaques de richesse, tout simplement. Merci Adrien. Pour élargir un peu le sujet, on est assez proche encore des soulbound tokens. Quelque chose que j'ai découvert récemment et d'ailleurs qui a fait un peu de bruit de manière assez négative, c'est le Zero Knowledge Proof, notamment avec Tornado. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être vraiment mainstream et qu'on va y trouver des usages notamment avec les NFT et les métaverses, ou est-ce que vous pensez que ça restera quelque chose d'assez, peu utilisé et du coup pas vraiment démocratisable avec tout ce qui est en train de se créer? Alors, peut-être expliquer ce que sont les Zero Knowledge Proof. Alors, ça paraît compliqué à expliquer, mais il faut trouver des analogies un peu simples. C'est le fait de pouvoir faire vérifier une information sans la donner. Donc, c'est pouvoir dire, je peux prouver que j'ai plus de 18 ans sans montrer ma carte d'identité. Et donc, en fait, il y a des moyens techniques et technologiques pour le faire. Et donc, Tornado Cash, c'est pas exactement ce qu'il utilise, c'est plutôt des formes de signature pour créer de l'anonymat sur des transactions. C'est pas ce format de chiffrement et cette clé cryptographique. Mais les Zero Knowledge Proof, c'est l'un des plus gros potentiels en termes de cryptographie, et c'est même plus large que la blockchain, parce qu'en fait, la notion de Zero Knowledge Proof est en train d'être massivement utilisée par les banques qui en fait accélèrent dans le financement de tout ce qui est chiffrement et de façon assez massive. Et donc la partie Zero Knowledge, à mon avis, c'est un gros verrou technologique qui est en train d'être extrêmement bien financé par ces acteurs-là. Et dans la blockchain, c'est extrêmement intéressant parce qu'évidemment, comme tout est information, le fait de pouvoir prouver l'information sans avoir à vérifier l'information, ou à prouver qu'on a donné l'information est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, les protocoles les plus sérieux qui pensent à la scalabilité lient la scalabilité avec le mécanisme de Zero Knowledge. Et donc les deux sont en train d'être intimement liés en termes techniques et technologiques. Et donc évidemment, c'est extrêmement intéressant et c'est à suivre. Il y a aussi une deuxième question dans ta question qui est que penser de l'anonymat des transactions et des protocoles qui permettent l'anonymat, qui n'est pas forcément lié au Zero Knowledge, mais qui est une question intéressante, c'est est-ce qu'on doit être anonyme, est-ce qu'on peut être anonyme quand on fait une transaction ou pas? Et ça, c'est une question de liberté. Clément commençait à donner quelques éléments de réponse. Est-ce qu'on peut être autorisé à créer des protocoles qui anonymisent les transactions quand on envoie des versements d'argent? Est-ce qu'on doit pouvoir craquer cet anonymat si jamais il y a un accord à plus de 80% sur la blockchain, si jamais il y a une autorité centrale, etc. etc. Ça, c'est des très bonnes questions humaines sur lesquelles on va devoir apporter des réponses. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'un maximum de personnes s'intéressent à ces questions, parce que si c'est quelques développeurs ou si c'est la CIA qui est choisie, parce que c'est généralement un peu l'un et un peu l'autre aujourd'hui, c'est pas forcément souhaitable et périn comme situation. Quelqu'un va rajouter quelque chose sur le sujet ou non? Ok. Écoutez, pour finir, moi, ce que je vous propose, c'est chacun, c'est de donner votre vision sur demain, dans un monde où tous les NFT et les métavers sont devenus mainstream. Qu'est-ce qu'ils vont représenter dans la vie de tout à chacun? Tu peux commencer, Clément. Je vais juste prendre un exemple que j'aime bien prendre, c'est peut-être que dans 5 ans, en fait, lorsqu'on achètera un ticket SNCF, ce sera un NFT. Mais on aura oublié que c'est un NFT en fait, de la manière qu'on n'est pas en train de conscientiser le fait qu'on manipule un PDF lorsqu'on utilise un ticket, mais simplement dire bah, tiens, j'ai un billet, il m'appartient, je peux le revendre sur une marché secondaire, on peut s'échanger des billets, donc ça c'est intéressant. Peut-être que l'État français aura émis des cartes d'identité sous des formes de soulbound NFT qui nous permettra de rentrer en boîte en montrant qu'on a plus de 18 ans sans dire qui on est. Donc voilà, je pense qu'en fait, ce sera simplement des usages de la manière qu'aujourd'hui, on manipule des formats numériques, du JPEG, du PDF, sans le conscientiser. Je pense que dans 5-10 ans, on va manipuler des formats NFT, formats numériques de demain, sans le conscientiser, et ça fera tout simplement partie de notre vie. Oui, totalement d'accord, et je pense qu'effectivement, le vocable NFT, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, faute de mieux, finalement, c'est assez technique comme terme. Je ne suis pas sûr que ça a effectivement vocation à être aussi facilement utilisé, comme tu le dis, les gens ne sauront même pas en fait qu'ils l'utilisent. De même, potentiellement aussi pour Metaverse, qui aujourd'hui englobe beaucoup de choses. Demain, on verra sans doute des vocables un peu plus précis. Et du coup, pour revenir à ta question, je pense que moi, ce qui me paraît assez clair, c'est que
Si on réfléchit au niveau du web, et en quoi le Web 3, et on est encore au balbutiement, hein, mais si on se positionne à 10 ans par exemple, en quoi ça va être vraiment assez fondamental. On a connu le Web 2 qui était un web très oligopolistique finalement. On a les GAFA, en gros, qui ont la part du lion, qui font les règles du jeu, qui achètent des sociétés qui peuvent potentiellement les mettre en danger. Je pense qu'avec le Web 3, on va avoir un rééquilibrage, sinon peut-être un basculement en tout cas, voilà, de Goliath au bénéfice de David, parce que simplement la décentralisation de la prise de décision, la décentralisation des données, la décentralisation de l'ownership de sa donnée va permettre à beaucoup de sociétés pour donner un exemple très concret, pour ceux qui suivent un petit peu la finance décentralisée, il y a quelque chose qui s'appelle les DEX, des Decentralized Exchange, pour échanger des cryptos. Uniswap, c'était le premier grand projet qui s'était lancé là-dedans. Donc, ils avaient une part de marché assez énorme. Du coup, on peut les considérer un peu comme le Facebook pour les réseaux sociaux. Un concurrent est arrivé, c'était il y a 1 an et demi, je pense 2 ans, qui s'appelle SushiSwap. Et ils se sont dit, je vais essayer de piquer la clientèle de Uniswap. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé en fait d'incentiver quiconque utilise des Decentralized Exchange à venir chez eux pour transacter, au lieu d'aller chez Uniswap, en les rewardant avec des tokens. C'est très facile, puisqu'en fait, on sait exactement sur la blockchain qui utilise quoi. On peut envoyer ce qu'on appelle des airdrops pour attirer le chaland, finalement. Bon, c'est un exemple, ça a plutôt bien marché pour SushiSwap, même si, au final, ils se sont fait... ils n'ont pas eu une suite de l'histoire très heureuse. Ça montre quand même que la décentralisation, la transparence de la donnée fait qu'on évite ce phénomène oligopolistique. Pour moi, ça va être vraiment un marqueur majeur, disons, de ces 10 ans à venir. Oui, juste pour dire, en fait, en soi, tout le monde devrait s'en foutre. C'est-à-dire que personne ne s'est jamais intéressé au fonctionnement des serveurs web. Azure, AWS, vous faites un sondage dans la rue, personne ne connaît. En fait, la blockchain, c'est que des serveurs. Donc en soi, ça n'intéresse pas les gens fondamentalement de savoir comment est construite l'architecture informatique sur laquelle on utilise nos applications. Donc je pense qu'à la fin, on n'en parlera plus. Oui, c'est ça. Tout à fait d'accord. Là, on a beaucoup entendu parler l'année dernière, en début d'année, des NFT en tant que fin en soi, et c'est un moyen. Et en effet, l'adoption va faire qu'on ne se rendra même plus compte que ce sont des NFT. On l'a vu avec la réalité augmentée. Enfin, nous, on vient plus de la 3D à la base. Et en fait, la réalité augmentée, on se rend compte que tout le monde l'utilise, mais les gens ne se rendent même pas compte qu'ils l'utilisent. Ça va être des filtres de réalité augmentée. Je sais pas, sur Snapchat, en gros, la base de Snapchat, c'est la réalité augmentée. On ne se rend plus compte que c'est la réalité augmentée. Ça va être exactement pareil avec les NFT, qui vont être utilisés par des organismes, des marques, par tout le monde en fait, en tant que moyen. Ce sera beaucoup plus accessible, beaucoup moins complexe. Et c'est ça l'avenir du métaverse et du NFT. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait toutes ces barrières qui sont complexes, parce que là on est au tout début. Et c'est ça qui va driver l'adoption. Alors, je pense qu'il faut que tout le monde s'y intéresse, parce que ce ne sont pas que des plateformes techniques, ce sont des plateformes monétaires et financières, sur lesquelles transite de la valeur et où transite du pouvoir. Déjà, parce que la monnaie, c'est du pouvoir, et parce qu'aussi, il y aura des mécanismes de gouvernance qui vont arriver, qui peuvent être plus ou moins puissants. Et donc, parce que ce n'est pas qu'une infrastructure technique, mais aussi une infrastructure financière, les péages de demain, ceux qui vont prélever des ressources, ceux qui vont dominer ce monde-là, vont prendre une avance incroyable. Et surtout, il y a ce transfert et cette transition sur lequel moi je suis assez convaincu qu'elle va exister. Donc ça, l'intérêt, à mon avis, doit être assez important. Et le deuxième sujet, c'est que pour moi, il y a vraiment 2 types de cas d'usage. Il y a les cas d'usage qui sont des évolutions. Le fait que tout va se tokeniser, on aura le billet de train SNCF sur la blockchain. C'est une optimisation d'un processus technique, c'est intéressant. On peut créer plein de cas d'usage, assez cool. Et il y a la partie révolution, c'est le fait de pouvoir organiser des micro-communautés qui vont pouvoir s'auto-gouverner, pourquoi pas acheter des territoires dans le monde physique. On parle beaucoup de deals avec des NFT, avec des règles, créer des pays, le fait d'organiser des règles en interne, le fait de monter des structures qui sont tant dans le monde numérique que dans le monde physique, par exemple de pouvoir accéder qu'à des espaces avec ses propres règles, c'est finalement ce que fait le ticket. Mais on pourra vraiment gamifier, monétiser et faire travailler ensemble toutes ces personnes autour d'assets. Et ça, ça a beaucoup de conséquences en termes sociaux et sociétales, positives et négatives. Je pense qu'on ferait une excellente dictature sur la blockchain, c'est l'outil parfait. Donc tout dépend de comment on le paramètre et qui crée les innovations et comment il est gouverné. C'est pour ça que c'est très important que vous y intéressiez. Merci à tous. Avant de passer aux questions, je pense que ça peut être pertinent d'applaudir nos experts. Merci pour ces éclairages.
coup, on va passer aux questions-réponses. Bon, parfait. Merci. Bonsoir, merci pour cet échange très très intéressant. Alors je vais essayer de synthétiser un petit peu ma question puisqu'elle englobe plein d'éléments dont on a discuté un petit peu avant, donc c'est pour tous les quatre. Ma question, elle est sur à la fois l'interopérabilité de l'ensemble des blockchains et la transférabilité, je ne sais pas trop si ça existe, des assets, justement des NFT, à travers les différents écosystèmes. Donc on va parler du gaming, où c'est très certainement la porte d'entrée au métaverse, etc. Aujourd'hui, si je crée un asset sur Unreal Engine, par exemple, on peut penser que tous les jeux Epic Games pourraient y avoir accès, plus ou moins. Alors la première question, c'est comment vous voyez la transférabilité des différents assets techniquement parlant, c'est-à-dire d'un univers 3D à un autre univers 3D, parce qu'il y a quand même, en termes de 3D, il y a des choses qui sont des paramètres très spécifiques. Et dans un deuxième temps, sur l'interopérabilité des blockchains, certains jeux vont utiliser telle blockchain, d'autres telle blockchain. Est-ce qu'on va aller dans 10-15 ans vers une sorte de cartellisation avec quelques blockchains principales, ou est-ce qu'on va trouver justement des bridges qui vont pouvoir connecter toutes les blockchains et tout. Voilà, j'aimerais bien votre avis là-dessus et comment vous voyez ça dans 10 ans, dans 15 ans. Messieurs, qui veut répondre? Alors, très bonne question. C'est bien résumé. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de la définition du métaverse, des univers virtuels qui ne communiquent pas entre eux, en effet, ils n'utilisent pas forcément les mêmes blockchains et ils n'ont pas les mêmes rendus 3D. Donc, en gros, c'est un peu le Graal, cette interopérabilité pour pas mal de sociétés, de boîtes qui sont en train de se monter. Après, c'est plus ma question, je vais la retourner, c'est quel est le cas d'usage en fait? Parce que est-ce qu'on a envie d'avoir le même asset dans tous les univers virtuels? Est-ce que c'est ça qui va créer de la valeur? Et voilà, je ne sais pas, mais sur Unreal Engine, on va avoir des rendus plutôt réalistes, des très beaux rendus. Si on a le même asset, enfin, en gros, si on prend l'exemple d'une paire de chaussures, si on a la même paire de chaussures derrière dans The Sandbox et Decentraland, c'est cool, mais le faire automatiquement, pas sûr que ça crée de la valeur parce que y a quand même le côté, j'ajoute une patte à la création et il n'y a pas forcément d'usage énorme derrière. Ouais, ma représentation, ouais. Exactement, ouais. En gros, il y a des solutions qui commencent à émerger sur l'interopérabilité blockchain. Je pense qu'on va beaucoup en entendre parler dans les mois, années qui arrivent. Après, sur la 3D, c'est une autre difficulté de rendu graphique. Est-ce qu'on veut tout automatiser et avoir des rendus en fait, qui ne sont pas forcément très intéressants? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de solution à l'heure actuelle. Nous, on travaille avec des marques cette interopérabilité, le fait de rendre des assets disponibles dans différents environnements virtuels. En termes de valeur pour l'utilisateur final, tu l'as dit, ça peut être cool. Après, de le voir at scale, c'est-à-dire de l'automatiser, je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel intérêt là-dessus. Et voilà. Enfin, en gros, c'est création de valeur. Donc, actuellement, cette création de valeur autour des NFT va se faire pas mal dans les univers virtuels. Et tu vas pouvoir donner de la valeur autrement que de dire que c'est interopérable. Après, il y a des sociétés, je pense à Ready Player Me, où en gros, ils travaillent vraiment cette interopérabilité. Et tu parlais d'Unreal Engine, en gros, c'est cool si tu as des rendus graphiques qui sont compatibles, enfin, en tout cas qui ont le look d'Unreal Engine. En gros, les rendus basiques d'Unreal Engine, ils sont déjà super cool. Tous les jeux qui sont compatibles Unreal Engine, graphiquement, tu peux emmener dans des univers différents, mais en fait, c'est assez similaire. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui va faire que l'utilisateur, qui soit dans tel ou tel univers virtuel, il a envie d'utiliser exactement le même asset? C'est plus sur l'usage où je ne suis pas persuadé. Voilà.
Moi, je resterais bien sur la question de l'interopérabilité. Au tout démarrage, quand vous en avez parlé, en disant que les marques vont travailler ensemble pour que des NFT soient transférables d'une marque à une autre, moi, je me pose simplement la question si ça ne demande pas de changer du modèle de compétition commerciale, puisqu'en réalité, je vois pas. C'est sûrement parce que je suis un béotien, mais je ne comprends pas l'intérêt d'une marque aujourd'hui à faciliter le transfert d'un client et des biens d'un client chez une marque concurrente. Donc il me semble qu'il y a peut-être une notion de modèle économique derrière. Ensuite, je me pose la question du pouvoir. Et est-ce que le pouvoir des GAFAM aujourd'hui tant décrié, ce ne sera pas le pouvoir des organisations finalement de nouveau centrales qui seront capables de rendre interopérable un ensemble de blockchains? Et la dernière question est liée à l'intelligence artificielle. Vous n'en avez pas du tout parlé. Mais toutes les intelligences artificielles aujourd'hui apprennent parce qu'on est capable de centraliser de la donnée à un endroit. Et dans une logique de Web3 décentralisée, comment vous voyez l'évolution de l'IA? Alors déjà pour répondre je me permets de prendre la parole vu que j'ai le micro. Mais par rapport à la dernière question et l'IA, en fait le Web3 ça ne va pas remplacer totalement Web2 ni le Web1. Enfin, en gros c'est une couche supplémentaire. Il n'y a pas d'intérêt forcément à tout décentraliser. Il faut pas, c'est pareil, nous ce qu'on explique aux marques, il ne faut pas faire des NFT pour faire des NFT, il faut qu'il y ait un réel intérêt derrière. Et la première question, je suis un peu fatigué, c'était... L'intérêt des marques et de l'interopérabilité. Est-ce que ça ne change pas la façon de rentrer en compétition les unes avec les autres? Ouais, alors là-dessus, en fait, je sais pas, quand dans un Nike Store, on a le droit de rentrer avec des Adidas. Je pense que les marques qui veulent jouer le jeu du Web3 et de cette interopérabilité vont comprendre que c'est OK de se retrouver à côté d'autres marques et de rendre tout ça compatible et de pas de rester forcément elles-mêmes dans leur coin. Après, en fonction des marques, ça va être plus ou moins compliqué à leur faire entendre ça. Mais ouais, il faut le voir comme dans la vraie vie en fait. On peut rentrer dans n'importe quel magasin et sans un billet n'importe comment, quoi. Enfin, avec n'importe quelle marque. Peut-être du coup pour rebondir aussi sur cette première question, je pense que ce qu'on pressent, c'est une évolution à la fois de l'offre et de la demande sur le sujet des marques. Sur l'offre de marque, le modèle historique c'était des très grosses marques, très mainstream, avec une grosse profondeur d'offre. On voit de plus en plus que, notamment facilité par Instagram et les réseaux sociaux, on a de plus en plus de marques qui sont très très niches, qui parlent à une certaine population très précise, avec une offre très, très ciblée, très targetée, du storytelling autour, etc. Donc il y a une notion, je pense, d'évolution de cette offre, de compétition vers coopétition. Ce n'est pas une règle à 100%, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'à mon avis, on va voir apparaître, et qui du coup peut créer une logique notamment de rewards pool. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai mon programme de la marque X, la marque Y, la marque Z, en fait, dans une logique de travail, d'engagement avec leur base client, leur base collectionneur, il faut toujours amener des nouvelles choses. C'est d'autant plus facile lorsqu'on est dans une logique de collaboration avec des marques dont on se sent proche mais dont on n'est pas forcément pour autant concurrent, de créer cette composabilité que permet le token. Donc je possède le token de la marque X, en fait elle va m'offrir un accès à la nouvelle limited edition de la marque Y parce que c'est des règles de allow listing on-chain. Ça c'est sur la partie offre. Et sur la partie de demande, je pense qu'on va avoir aussi cette évolution des attentes qu'on a un peu évoquée sur les jeux vidéo par exemple, où effectivement historiquement je ne pouvais pas posséder mon épée dans un jeu Blizzard, elle était sur un serveur de Blizzard justement. Le jour où les joueurs comprendront que en fait, ça devient possible et normal d'exiger de posséder cet asset dans son wallet à soi et d'en faire ce qu'on veut, et d'en retirer du coup toute la valeur possible, notamment en étant potentiellement en tirant une valeur dans un autre jeu, je pense que c'est une logique d'ownership de sa donnée et de son statut et de qui on est, de tous ces accomplissements passés, qui devraient aussi pour moi se transférer en partie dans les relations commerciales en fait. Donc voilà, je pense que c'est à la fois c'est des deux côtés qu'on devrait voir cette évolution qui justifie ces use cases. Une autre question, une dernière question peut-être? Allez, 2 dernières questions. Yes. Hyper intéressant et merci pour toutes les interventions. En gros, je pourrais résumer ma question en une phrase, une seule question, c'est NFT, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on les cache? Dans la mesure, on a un peu les deux thèses tout à l'heure. Il y a Clément qui disait finalement on les cache parce qu'on va l'utiliser sans s'en apercevoir, ce qui semble logique puisqu'on ne va pas complexifier l'expérience utilisateur.
Et d'un autre côté, finalement, si on les cache, si on les montre, il faut expliquer, il faut avoir cette pédagogie, parce que c'est quand même une proposition de valeur, c'est de l'ownership. Et ça n'a jamais été créé de tout le monde digital. Donc ça vaut peut-être le coup quand même d'en parler avant de les cacher trop rapidement dans l'univers. Là-dessus, juste, je passerai le micro, mais en 1 minute. Je pense que ce qu'a fait Instagram là-dessus est assez intelligent, puisqu'en fait, ils ont à la fois joué sur la dénomination. Ils n'ont pas utilisé le terme NFT, mais le terme Digital Collectible, je crois. C'est ça, ouais. Mais tout en gardant le lien avec la blockchain, puisqu'en fait, tu peux très facilement accéder à des informations du type, voilà le smart contract du token, voilà l'ID du token, voilà le lien vers Etherscan. Peut-être pas Etherscan, mais bon, on comprend la logique. En gros, tu peux pleinement accéder en tant qu'utilisateur à toutes ces données fondamentales de la blockchain, mais on ne va pas l'appeler NFT, parce que le terme, je pense que Insta a dû se dire que le terme n'était plus aussi positif qu'il a pu l'être il y a 1 an ou 1 an et demi. Je pense que c'est un bon mix. Comme quoi, Meta, ils sont pas si idiots et ils savent faire les choses bien. Je suis pas payé par Meta, c'est pas mes clients, mais non, mais en fait, parce qu'il y a différents types de NFT. Il y a des NFT qui sont des collections, il y a des NFT qui sont dans le monde de l'art et qui sont que du front en fait, et sur lequel ça fait extrêmement sens. Et il y a beaucoup de NFT qui ont d'autres cas d'usage sur lequel le fait de voir le NFT, le fait d'avoir une interaction avec le NFT doit être le plus simple possible et immédiat. Donc en fait, tout dépend du type de NFT. Parce qu'en fait, il y a différents types de NFT, et tout dépend de ce dont on parle. Certains NFT verront une accessibilité sur laquelle ça sera invisible, et d'autres, en fait, on va sublimer les interactions. Donc il y aura l'un et l'autre. C'est complémentaire. Alors moi je voyais un petit peu l'adoption de masse arriver avec le hardware Oculus, etc. Parce qu'entre 3 000 € pour un ordi de gaming et 400 balles pour un casque Oculus, je pense que l'adoption elle va arriver plutôt par là. Mais après vous parliez de réalité augmentée et tout ce qui est filtre, etc. Pour moi c'était un peu une innovation du passé. Mais ça a l'air d'être au goût du jour, donc j'aimerais beaucoup savoir des cas d'usage plutôt à l'avenir de ce que ça peut donner. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, alors en effet, c'est pas nouveau la réalité augmentée. Par contre, les cas d'usage, c'est de relier le réel et le virtuel. Je pense que c'est ça qui est intéressant avec la réalité augmentée, c'est qu'on va intégrer des éléments virtuels dans du réel. Ce qui fait que on va pouvoir potentiellement créer un métavers grâce aux éléments du réel. Et les cas d'usage pour les marques, en fait, c'est encore une fois pour les marques. C'est au niveau de l'omnicanalité. Enfin, c'est un gros challenge. Hein. On le voit surtout après le Covid. Les marques, elles ont grandement souffert sur leur point de vente physique. Elles sont contentes parce qu'au niveau du digital, ça les a bien boosté. Par contre, au niveau des magasins, il y a plus de trafic. Et que ce soit les magasins, les centres commerciaux, là, il y avait la semaine dernière pas mal de débats autour des cinémas. En gros, globalement, les commerces, les points de vente sont en train de se réinventer, sont en train de changer et de devenir des lieux d'expérience. Et à la réalité augmentée, il y a eu la réalité augmentée, je sais pas, ça doit faire une dizaine d'années. En gros, la réalité augmentée, on est en train de vivre des expériences avec ces technologies. La réalité augmentée, elle est en train d'évoluer aussi avec le fait qu'on ait tous des smartphones qui soient de plus en plus performants, des connexions qui sont de plus en plus performantes. Et en gros, les rendus graphiques sont en train aussi d'évoluer et les expériences dans les magasins passent pas que par la 3D, etc. Mais la réalité augmentée en fait, peut permettre de dynamiser vraiment cette logique. Sur les NFT, pareil, dans les magasins, il y a des logiques de type jeu comme Pokémon Go, le fait de récupérer des rewards qui peuvent être des NFT ou non. Enfin, après, il faut qu'il y ait un intérêt à mettre des NFT, mais qui peuvent être des NFT et des logiques qui sont intéressantes du fait que on parle beaucoup de collectibles dans les NFT. Si je vais, je sais pas, on parlait de Decathlon tout à l'heure. Dans le Decathlon
de Chartres ou de Marseille, je peux débloquer des NFT différents qui vont me donner, si je les collectionne, des avantages. Parler aussi de sujets de programmes de fidélité. En fait, tout ça fait partie d'une seule et même expérience au final, et ce sont les marques qui sont en train de les inventer. Alors, les chiffres, c'était 80 000 Oculus qui étaient vendus, donc l'adoption de masse, elle n'est pas encore tout à fait là. Je parle en France, hein. Ce qui me paraissait déjà beaucoup par rapport à ce que je voyais au quotidien dans les discussions avec les clients. C'est aussi qu'aujourd'hui, c'est encore assez déceptif en termes d'utilisation, et l'adoption de masse, elle vient aussi du verrou technologique, mais il est vrai que ça peut être un cas d'usage extrêmement intéressant pour développer l'adoption de masse, parce qu'en fait, on se prive du besoin de faire des interactions avec le monde physique. Et pour moi, il y a deux stratégies. C'est ou alors, on veut maximiser les interactions entre le monde physique et le monde digital, qui est à mon avis le plus compliqué, mais qui a le plus de potentiel. Ou alors, on se dit que le monde numérique digital se suffit à lui-même. Et dans ce cas-là, c'est plus la réalité augmentée, mais la réalité virtuelle. Et les deux stratégies sont à mener de front. Ce qui est certain, c'est que la première est la plus compliquée à mettre en place. Mais Pokémon Go, il ne faut pas oublier que plus de 30% des revenus de Pokémon Go, qui est un énorme carton, sont issus de partenariats avec des marques physiques qui ont dépensé pour mettre des spots qui étaient, en fait, avant Pokémon Go, c'était Ingress, qui était un studio qui mettait des spots, des lieux réels, et qui a réussi à monétiser ça. Et ils ont racheté Niantic, ont racheté ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les revenus étaient extrêmement importants, et les marques étaient très friands de cette nouvelle cible qu'elles n'arrivaient plus à acquérir en point de vente. Et donc, je suis convaincu que sur la blockchain, va permettre le fait de répartir mieux certaines chaînes de valeur. Aujourd'hui, on ne le voit pas énormément parce que pour l'instant, les modèles économiques sont encore c'est balbutiant. Mais ce qui est certain, c'est que le management de micro-communautés va être extrêmement facile avec ces types d'actifs que représentaient les NFT, et d'autant plus entre les interactions entre le monde physique et le monde virtuel. On a une toute dernière question, et ce que je peux dire sur la réalité augmentée, c'est qu'elle aura peut-être la même seconde vie qu'a eu le QR code. Merci, bonsoir. J'ai une question peut-être un petit peu plus globale. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'impact, de consommer différemment, voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet, on est tous en plein cœur. Quand on entend effectivement les marques qui veulent se positionner sur Metaverse, est-ce qu'on n'est pas justement sur cette transposition finalement de la surconsommation, qu'elle soit dans le réel, qu'elle devienne dans le virtuel? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un copycat en fait, qui est en train de se créer. Voilà, merci. Un premier élément de réponse en tout cas. Quand on en discute avec les marques, effectivement, cette notion d'impact, cette notion de sobriété dans leur stratégie, dans leur approche, elle est fondamentale. À tel point d'ailleurs que c'est ce qui a bloqué beaucoup de lancements de projets de NFT avec les marques jusqu'ici, puisqu'en fait la principale blockchain qui était utilisée pour les NFT c'était Ethereum, et Ethereum jusqu'à il y a quelques mois c'était du Proof of Work, donc c'était no-go pour beaucoup de marques. Donc elles ont ça vraiment à cœur et je pense à l'esprit. Et quand elles approchent le sujet Metaverse, je pense qu'elles l'approchent beaucoup dans un sens justement de se dire si je veux avoir une relation client disons relativement intime et proche du domaine de l'expérientiel, comment je faisais avant finalement? J'étais obligé de déployer des trésors d'imagination et de créativité et d'investissement dans mes magasins physiques, puisque c'est là essentiellement que ça se passe, ou bien dans des défilés, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui, se passant dans le monde physique, ont un impact carbone significatif. Si on se place dans la réflexion en Metaverse, il n'y a pas de limite physique. Il y a le coût de la création d'un asset, ça se compte juste en heures de travail d'un graphiste 3D. C'est totalement différent de tous les camions qu'il faut imaginer pour le matériel. Donc en fait, elle voit vraiment ça comme une façon de transposer cette expérience client, mais en cochant en partie au moins la case de l'impact. Alors évidemment, c'est pas parfait comme solution, puisque pour faire tourner ces metaverses, évidemment, ça prend des serveurs, des cartes graphiques, etc. On ne dit pas que c'est zéro. Hein. Mais en tout cas, si on compare les deux, je pense que les marques se disent qu'a priori, elles vont plutôt dans une direction d'une relativement plus grande sobriété en transposant ça dans le digital. Et pour compléter, il y a Cardashift. Je te laisse dire, moi. Merci, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur ces cas d'usage de comment on peut faire en sorte que des mécanismes Web3 servent l'impact. Et en fait, on en voit trois. Le fait de donner une incentive pour récompenser des comportements d'impact, qui est le plus compliqué, mais qui est très intéressant.
Le deuxième, c'est le fait d'animer des communautés autour de ces mécanismes. Et le troisième, c'est de monétiser l'extra-financier. Et en fait, la blockchain, le Web3 et les NFT sont des bons cas d'usage. Et avec plaisir pour en parler. Merci à toutes et à tous, merci d'être venus, merci à nos 4 intervenants pour tous ces éclairages. On peut les applaudir encore une fois et puis après on peut enchaîner sur le fait de boire un pot ensemble.